Votre histoire n'est pas encore terminée. Elle est encore en train de s'écrire. Peut-être que tout ne s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé. Peut-être que certains projets ont échoué, que certaines décisions n'ont pas donné le résultat attendu ou que certaines périodes ont été plus difficiles que vous ne l'aviez prévu. Mais tant que vous êtes encore ici, il reste quelque chose qui demeure ouvert, la possibilité de choisir une nouvelle direction. Réinventer sa vie commence rarement par un grand événement. Cela ne commence pas par la chance, ni par une opportunité parfaite. Cela commence lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de continuer à répéter la même manière de penser, les mêmes réactions, les mêmes habitudes. Les stoïciens parlaient beaucoup de cela. Le passé peut enseigner, il peut faire mûrir, il peut même parfois vous endurcir, mais il n'a aucune autorité sur la décision que vous prenez aujourd'hui. La vie change lorsque votre posture change, lorsque vous commencez à penser avec plus de clarté, à agir avec plus d'intention et à assumer la responsabilité de la direction que vous êtes en train de construire. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 pratiques qui peuvent vous aider à réorganiser votre esprit, à retrouver votre concentration et à commencer une nouvelle phase avec plus de fermeté et de conscience. Parce que réinventer sa vie ne signifie pas effacer ce qui est passé. Cela signifie utiliser tout ce que vous avez déjà vécu comme matériau pour construire quelqu'un de plus fort, plus lucide et plus préparé pour l'étape suivante. Et cette construction peut commencer maintenant. Action 1. Évoluer compte plus que la perfection. La recherche de la perfection peut détruire votre progression. Elle semble être quelque chose de positif, elle ressemble à de la discipline, elle ressemble à un haut niveau d'exigence, mais très souvent c'est un piège déguisé en vertu. Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, a ressenti cela de manière douloureuse pendant l'hiver de 1931. Après des mois entiers plongés dans une nouvelle série de danses, elle regardait son propre travail et ne voyait que des défauts. Les danseurs la couvraient d'éloges, les amis admiraient. Le public reconnaissait le talent. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait une voix implacable qui disait que ce n'était pas suffisant. La frustration fut si grande qu'elle en est venue à dire « J'ai détruit mon année ». Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle n'avait pas atteint un standard imaginaire qui n'existait que dans son esprit. C'est cela, le risque du perfectionnisme. Il n'améliore pas ce que vous faites, il vous fait croire que ce n'est jamais suffisant. Les personnes talentueuses souffrent encore davantage de cela. Leurs standards élevés, qui devraient les pousser vers l'avant, commencent à les bloquer. Au lieu de produire davantage, elles révisent trop. Au lieu d'avancer, elles hésitent. Comme on dit, le perfectionnisme est simplement une autre forme de paralysie. Et derrière cette paralysie, il y a quelque chose de simple, la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas impressionner, la peur d'être jugé, la peur de montrer sa vulnérabilité. Mais remarquez quelque chose de décisif. Le perfectionnisme n'est pas l'amour de l'excellence, c'est une résistance à l'exposition. C'est la tentative de n'agir que lorsqu'il n'y aura aucun risque, et cela, tout simplement, n'existe pas. Les stoïciens comprenaient cela. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils cherchaient le progrès. Pour eux, l'excellence était une conséquence de la constance. C'était le résultat de petites améliorations accumulées, jour après jour, même avec des erreurs, même avec des faux pas. Épictète enseignait quelque chose de profondément libérateur. Il n'est pas possible d'éviter toutes les erreurs, mais il est possible de travailler continuellement pour les réduire. Cela change tout. Parce que cela déplace l'attention de l'idéal inaccessible vers l'effort quotidien, du jugement vers l'entraînement. L'objectif n'est pas d'être impeccable, c'est d'être meilleur qu'hier. Le perfectionnisme peut ressembler à de la dévotion, mais très souvent, c'est une manière de repousser la livraison, c'est la tentative de ne montrer quelque chose que lorsqu'il n'y aura aucun risque. Mais la croissance exige du risque. Le travail ne prend sens que lorsqu'il est livré. Les idées ne mûrissent que lorsqu'elles sont confrontées au réel. Les projets n'évoluent que lorsqu'ils affrontent la réalité. Le progrès n'arrive que lorsque vous acceptez les imperfections et que vous continuez. Avancer exige du courage. Le courage d'accepter les imperfections, le courage de reconnaître les limites, le courage de terminer quelque chose même en sachant que cela pourrait encore être meilleur parce que cela pourrait toujours l'être. Accepter que vous ne serez jamais parfait n'est pas une faiblesse. C'est une liberté. C'est comprendre que le mouvement est plus puissant que l'obsession, que l'apprentissage est plus précieux que l'approbation,
que le progrès constant construit davantage que des tentatives isolées de génie. Grandir, ce n'est pas atteindre l'idéal, c'est marcher vers lui, tous les jours. Et si vous connaissez quelqu'un qui est bloqué en essayant d'être impeccable, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas le talent, c'est la permission de commencer sans être parfait. Action 2. Votre plus grand atout est votre attention. S'il existe une seule compétence capable de transformer votre vie, c'est la capacité de vous concentrer. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas l'inspiration, c'est la concentration. Aujourd'hui, votre attention est volée en permanence. Notifications, messages, vidéos courtes, courriels, préoccupations, listes interminables, curiosité, anxiété, comparaison. Votre esprit se repose rarement. Il saute d'un stimulus à l'autre sans jamais terminer quoi que ce soit en profondeur. Et cela coûte cher, parce que la capacité à se concentrer est devenue rare. Et tout ce qui est rare devient précieux. Marc Aurèle comprenait cela avec une grande clarté. Il écrivait pour lui-même « Concentre-toi à chaque minute comme un Romain. Fais ce qui est devant toi avec précision, sérieux et justice. » Remarquez la simplicité de cela, il ne s'agit pas de faire 1000 choses, il s'agit de bien faire celle qui est devant vous, d'être entièrement présent. Un esprit fragmenté ne construit rien de solide, et ce que peu de gens comprennent, c'est que la concentration n'apparaît pas automatiquement. C'est une décision. Mais nous ne sommes pas interrompus seulement par le bruit extérieur. Nous sommes interrompus par le bruit intérieur, les pensées en suspens, les conversations qui restent dans la tête, les messages auxquels nous n'avons pas encore répondu, les préoccupations qui insistent pour revenir. Cal Newport, auteur de Travail en profondeur, affirme que les plus grandes réalisations humaines naissent de périodes de concentration profonde et ininterrompue. Ce n'est pas une intensité dispersée, c'est une profondeur soutenue. Sénèque vivait à Rome, au milieu du chaos des rues, des cris, des bruits constants. Malgré cela, il écrivait qu'il avait appris à endurcir ses nerfs contre les distractions. Il disait « Je force mon esprit à se concentrer et j'évite qu'il ne se détourne vers des choses extérieures. L'environnement peut être bruyant, mais si mon esprit reste tranquille, il n'y a pas de véritable perturbation. Voilà le pouvoir, ce n'est pas contrôler le monde. C'est contrôler sa propre attention. Et l'attention est une énergie dirigée. Là où elle va, votre vie va avec elle. La concentration ne naît pas prête à l'emploi, elle se construit. La méditation aide, l'écriture aide, le silence aide. Mais ce qui aide surtout, c'est la décision consciente de faire une seule chose à la fois, avec une présence réelle. Vous ne serez pas parfait dans cela. Moi non plus, je ne le suis pas. Mais l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Entraîner la concentration, c'est comme entraîner un muscle. Au début, il lâche vite, ensuite, il tient plus longtemps. Et avec le temps, il transforme votre capacité à produire, à apprendre et à vivre. Marc Aurèle nous enseignait à resserrer notre regard sur ce qui compte vraiment. Être là où vous êtes, pendant que vous y êtes. Cela paraît simple, mais c'est rare. S'il existe quelque chose qui mérite d'être cultivé, c'est cette capacité. Faire moins, mais faire avec profondeur. Dans les prochains jours, pratiquez quelque chose de simple. Quand vous faites quelque chose, soyez-y entièrement, sans diviser votre esprit, sans passer d'un écran à l'autre, sans fuir. Et je vous propose un premier défi pour commencer maintenant. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Maintenant, il ne s'agit pas de l'algorithme, il s'agit d'engagement. À partir de maintenant, vous commencez à entraîner votre concentration dans tout ce que vous faites, parce que celui qui contrôle sa propre attention contrôle sa propre vie. Action 3. Devenez plus grand que vos faiblesses. Sénèque a lancé un défi qui traverse les siècles, direct et inconfortable. Montrez-moi un homme qui ne soit pas esclave. Cela paraît exagéré, mais ce ne l'est pas. Il observait quelque chose que peu de gens ont le courage d'admettre. Même les maîtres portèrent des chaînes invisibles. Beaucoup dominaient des territoires, des richesses et des personnes, mais étaient dominés par l'anxiété de tout perdre, par la peur constante, par le besoin de garder le contrôle. Pour Sénèque, le véritable esclavage n'a jamais été physique, elle a été mentale. Il disait, l'un est esclave du sexe, l'autre de l'argent, l'autre de la colère, l'autre de l'ambition. Et si vous êtes honnête avec vous-même,
vous verrez que la question n'est pas de savoir si vous êtes esclave, mais de quoi. Nous sommes esclaves de l'approbation, de la validation, de l'espoir illusoire, de la peur de rester derrière. Esclaves de petites récompenses rapides qui nous donnent un plaisir immédiat et nous font payer un prix silencieux ensuite. Le chemin vers la liberté commence par un geste qui exige du courage, reconnaître ses propres chaînes. Parce que tant que vous ne nommez pas ce qui vous domine, vous continuerez à appeler habitude ce qui est déjà devenu une dépendance. Observez avec attention. Cela peut être le café dont vous jurez ne pas pouvoir vous passer. Cela peut être la cigarette qui est devenue une béquille émotionnelle. Cela peut être le téléphone que vous vérifiez toutes les quelques minutes comme si quelque chose d'urgent était toujours sur le point d'arriver. Cela peut être l'obsession des jeux, des paris, des promesses d'argent facile, en croyant que la prochaine tentative changera tout. Tout ce qui contrôle votre esprit contrôle votre vie. Si vous ne pouvez pas vous en abstenir, alors vous ne choisissez pas, vous réagissez. Et voici la partie la plus dure. Ce n'est pas l'habitude qui vous définit, c'est l'incapacité de lui dire non. La dépendance est un transfert silencieux de pouvoir. Vous abandonnez votre autonomie en échange d'un plaisir momentané. Et plus vous répétez, plus vous renforcez la chaîne. Certaines dépendances peuvent être coupées d'un seul coup. D'autres reviennent sous des formes différentes. Il y a ceux qui abandonnent la cigarette et deviennent esclaves du travail. Il y a ceux qui quittent l'alcool et plongent dans des compulsions numériques. La dépendance change de forme, mais la logique reste la même, la fuite. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. La liberté n'est pas faire ce que l'on veut, c'est être capable de ne pas faire. Tant qu'il existe quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter, il existera une limite invisible qui empêchera votre grandeur. Parce que la grandeur exige la maîtrise, et la maîtrise exige une abstinence consciente. Peu importe si l'habitude est socialement acceptable, si elle gouverne vos décisions, elle vous gouverne. Alors faites de cette année une véritable rupture, pas symbolique, pas superficielle. Décidez d'arrêter d'être esclave de ce qui vous affaiblit. Commencez maintenant, pas demain. Votre liberté n'est pas un concept philosophique. C'est une pratique quotidienne, et votre grandeur dépend de ce que vous choisissez de ne pas nourrir. Action 4. La force de changer sa posture mentale. Vous devez changer votre esprit, non le lieu, car vos défauts vous accompagneront où que vous alliez. Sénèque. Cette phrase est inconfortable, et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante, parce qu'il existe une illusion silencieuse qui nous poursuit. L'idée que le problème se trouve toujours à l'extérieur, dans l'environnement, dans les gens, dans le pays, dans le chef, dans la relation, dans la période de la vie. Mais Sénèque coupe cette illusion avec une précision chirurgicale. Vous pouvez traverser des villes, changer de maison, changer de travail, mettre fin à des relations, mais si votre mentalité reste la même, votre réalité restera la même. Imaginez quelqu'un qui décide de déménager en croyant que la nouvelle adresse apportera la paix, l'organisation et l'équilibre. Il emballe les meubles, change de décor, respire l'air nouveau, mais quelques semaines plus tard, le chaos réapparaît. Le désordre revient, l'anxiété revient. Pourquoi? Parce qu'avec les cartons, il a emporté les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes schémas invisibles. Changer la scène ne transforme pas le personnage. Sénèque disait quelque chose d'encore plus direct. La maladie suit le malade. Si l'esprit est désorganisé, le monde semblera désorganisé. S'il y a de l'agitation à l'intérieur, n'importe quel endroit semblera insuffisant. C'est comme changer le décor d'un film sans modifier le scénario. Le paysage change, mais l'histoire reste la même. Et voici le point décisif. Les changements extérieurs soulagent. Les changements intérieurs transforment. Si vous voulez des résultats différents, vous devez agir à partir d'une identité différente. Il ne s'agit pas d'abandonner qui vous êtes, mais de faire évoluer la personne que vous avez été jusqu'à présent. Admettre qu'une partie du problème étant nous fait mal. Il est bien plus confortable de blâmer le travail, la famille, le système, le passé. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette responsabilité, parce qu'au moment où vous comprenez que vous portez une partie de la cause, vous découvrez aussi que vous portez le pouvoir de la solution. Le stoïcisme n'enseigne pas la fuite, il enseigne la posture. Il enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait d'échapper à l'inconfort, mais dans le fait de le traverser avec conscience.
Cela exige une action concrète. Revoir les habitudes automatiques, questionner les anciennes croyances, interrompre les schémas répétitifs. Cela exige la maturité de dire « si cela continue à se produire, peut-être que je dois changer ma posture ». Le progrès ne naît pas de changements dramatiques, il naît de petites décisions répétées avec constance. Fuir est facile, changer est inconfortable. Mais c'est l'inconfort qui façonne le caractère. Beaucoup se cachent derrière des distractions. Excès de travail, réseaux sociaux, divertissements constants, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'affronter son propre esprit est l'un des défis les plus difficiles qui existent. Sénèque comprenait quelque chose d'essentiel. La paix n'est pas géographique. Le bonheur ne dépend pas de coordonnées, il dépend de la posture. Le véritable voyage commence lorsque vous cessez de chercher un autre endroit et que vous commencez à vous reconstruire vous-même. Alors, au lieu de demander « où dois-je être ?», demandez « qui dois-je devenir ?» Parce que le changement ne se trouve pas dans le monde autour de vous, il se trouve dans la manière dont vous décidez de vous positionner face à lui. Souvenez-vous de ceci, l'environnement influence, mais c'est votre attitude qui détermine la direction de votre vie. Action 5. Ne placez pas votre valeur dans les mains de personne. Il existe une prison dans laquelle presque personne ne réalise qu'il vit. Elle n'a pas de barreaux, pas de cadenas, pas de gardien, mais elle contrôle votre posture, vos paroles, vos rêves et même votre identité. Elle s'appelle le besoin d'approbation. Combien de fois vous êtes-vous ajusté pour rentrer dans le cadre? Combien de fois avez-vous adouci votre opinion pour ne pas créer d'inconfort? Combien de fois avez-vous fait semblant d'être d'accord, réduit votre intensité, caché vos projets, simplement pour maintenir l'image de quelqu'un de acceptable? Et tout cela pourquoi? Pour contrôler quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle, la perception des autres. Voici une vérité qui libère et dérange en même temps. Personne ne vous voit tel que vous êtes. Les gens vous voient à travers leurs propres blessures, leurs propres croyances, leurs propres insécurités. Vous pouvez être intègre et quelqu'un vous appellera arrogant. Vous pouvez être réservé et quelqu'un vous appellera froid. Vous pouvez être ambitieux et quelqu'un vous appellera égoïste. Parce que le jugement ne naît jamais seulement de votre comportement, il naît du filtre de celui qui observe. Et si votre paix dépend de ce filtre, vous n'aurez jamais la paix. Au début, plaire semble être de la maturité, de la politesse. Cela ressemble même à de l'empathie. Mais lentement, cela cesse d'être une vertu et devient une stratégie de survie émotionnelle. Vous commencez à vivre en regardant vers l'extérieur. Vous commencez à calculer les réactions, à éditer votre essence, et quand vous vous en rendez compte, vous ne vivez plus. Vous jouez un rôle. Et voici le point le plus dur. Même si vous vous pliez, si vous vous adaptez, si vous vous fragmentez pour entrer dans les attentes des autres, il y aura quand même du rejet. Il y aura quand même des critiques. Il y aura quand même quelqu'un qui ne verra pas de valeur en vous. Parce que cela n'a jamais été à propos de vous. Cela a toujours été à propos du regard instable de celui qui observe. Essayer de contrôler l'opinion des autres, c'est comme essayer de retenir le vent avec les mains. Plus vous forcez, plus il s'échappe. Et pendant que vous essayez de le retenir, vous vous épuisez. Épictète était direct en disant que celui qui vit pour plaire vit en esclavage. Et il n'existe pas d'esclavage plus dangereux que celui qui ressemble à un choix. Chaque fois que vous remettez votre valeur pour qu'elle soit décidée par quelqu'un qui ne connaît pas vos batailles intérieures, vous externalisez votre identité. Vous laissez quelqu'un définir votre poids, votre mesure, votre importance. Et alors, vous commencez à vivre en fonction d'applaudissements qui n'arrivent jamais avec l'intensité que vous espérez. La véritable liberté commence à l'instant où vous cessez de demander la permission d'exister. Quand vous décidez que vous préférez être authentique et critiqué plutôt qu'accepter et diluer. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes tu pour ne pas déranger. À toutes les fois où vous avez réduit vos rêves pour ne pas paraître excessif. À toutes les fois où vous avez cessé d'agir par peur du jugement. Vous voyez le prix? Le besoin d'approbation ne limite pas seulement vos actions, il ronge votre identité. Vivre pour plaire est le chemin le plus rapide pour se perdre soi-même. Et personne ne construit une vie solide en s'éloignant de sa propre essence. Acceptez quelque chose de libérateur. Il y aura des personnes qui vous jugeront sans raison. Il y aura des gens qui ne comprendront jamais votre intensité. Il y aura des gens qui projetteront sur vous leur propre frustration. Ce n'est pas votre erreur, c'est une partie de la nature humaine.
Mais il y aura aussi des personnes qui reconnaîtront votre vérité sans que vous ayez besoin de vous plier. Et ces connexions n'arrivent que lorsque vous décidez d'arrêter de vous diminuer. Alors cessez de vous courber devant les attentes des autres. Cessez de chercher une validation qui ne vous complétera jamais. Parce qu'au final, la seule approbation qui soutient votre force, votre paix et votre identité est celle qui naît lorsque vous vous regardez vous-même et que vous savez que vous ne vous êtes pas trahi. Et cette approbation, personne ne peut vous l'enlever. Action 6. Ne négociez pas votre discipline. La vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance, ni d'un manque d'opportunités. Elle est le reflet direct du niveau de discipline que vous maintenez quand personne ne regarde. Et peut-être que cette phrase dérange parce qu'il est plus facile de croire qu'il manque du temps, du soutien, de la reconnaissance ou de la motivation. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Les résultats ne respectent pas les intentions, ils respectent la constance. Pendant longtemps, vous avez peut-être vu la discipline comme un poids, comme quelque chose de trop rigide, comme une prison qui étouffe votre spontanéité, comme si être discipliné signifiait vivre une vie sans légèreté. Mais c'est une erreur. L'indiscipline n'est pas la liberté. L'indiscipline est une dépendance à l'impulsion. C'est vivre en réagissant à ce que l'on ressent sur le moment. C'est commencer quand on est motivé et abandonner quand cela devient difficile. C'est promettre sous l'effet de l'émotion et renoncer face à l'inconfort. Ce n'est pas la liberté. C'est de la fragilité. Les stoïciens comprenaient quelque chose que la plupart des gens ignorent. La liberté n'est pas faire ce que l'on veut. C'est ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Épictète enseignait que celui qui ne se gouverne pas lui-même sera gouverné par les circonstances. Et les circonstances n'ont aucun engagement envers votre croissance. La discipline n'est pas une question de dureté excessive, c'est une question d'alignement. C'est le pont entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous dites vouloir devenir. Sans elle, vos objectifs deviennent des désirs fragiles. Avec elle, vos désirs deviennent une construction. Imaginez votre esprit comme un cheval puissant. Si vous ne tenez pas les rênes, il part dans toutes les directions. Il court vers le plaisir immédiat, évite l'effort, fuit l'inconfort, et vous passez toute votre vie à courir en cercle. La discipline, c'est tenir les rênes. C'est se lever quand on n'en a pas envie, c'est continuer quand l'enthousiasme disparaît, c'est faire ce qui doit être fait, même quand personne n'applaudit. Et voici le point décisif. La discipline n'élimine pas votre liberté, elle construit votre liberté future. Chaque choix difficile maintenu aujourd'hui élimine une limitation demain. Chaque impulsion contrôlée renforce votre identité. Chaque engagement respecté renforce l'image intérieure d'une personne fiable. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas une question de tâche, c'est une question d'identité. Quand vous tenez les promesses que vous vous faites à vous-même, vous renforcez votre respect de vous-même. Quand vous brisez vos promesses intérieures de manière répétée, vous affaiblissez votre propre confiance, et personne ne construit de la grandeur en ayant peu confiance en lui-même. Si vous voulez des résultats différents, vous avez besoin de standards différents. Pas de motivation passagère, pas d'explosions émotionnelles, mais d'une pratique quotidienne, répétée, même quand c'est inconfortable. La discipline, c'est choisir votre futur au-dessus de votre impulsion. Alors arrêtez de romantiser une liberté basée sur une volonté passagère. La véritable liberté naît quand vous dominez vos désirs, contrôlez vos réactions et maintenez vos décisions. Parce qu'au bout du compte, soit vous contrôlez vos impulsions, soit ce sont elles qui contrôlent votre vie. Action 7. Donnez une direction à votre propre vie et avancez. Pire que se tromper de chemin, c'est marcher longtemps, sans savoir où l'on va. Sénèque a écrit que « aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il veut arriver ». Et cette phrase ne parle pas de bateau, elle parle de vie gaspillée dans un mouvement sans sens. Vous pouvez être occupé, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez essayer de vous améliorer, mais s'il n'y a pas de direction claire, tout effort devient dispersion. L'énergie sans focus se transforme en fatigue et le mouvement sans but devient frustration. C'est pourquoi je veux vous proposer quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Choisissez un mot qui représente la personne que vous avez décidé de devenir. Un seul mot, pas un objectif extérieur, pas un résultat financier, pas une attente d'applaudissements. Un mot qui fonctionne comme un principe.
Tout comme les pratiquants de yoga définissent une intention avant chaque séance, tout comme les méditants répètent un mantra pour garder l'esprit aligné, les stoïciens avaient eux aussi leurs principes directeurs, des mots qui décrivaient les vertus qu'ils souhaitaient incarner. Marc Aurèle cherchait à être honnête, modeste, direct et coopératif. Il ne se réveillait pas en se demandant « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi aujourd'hui ?» Il se réveillait en se demandant « Comment puis-je agir en accord avec ce que j'ai choisi d'incarner ?» Voyez-vous la différence? Choisir un mot, c'est choisir un or. C'est comme fixer les yeux sur une étoile dans le ciel quand tout autour est sombre. Au milieu du chaos, de l'excès de choix, des distractions constantes, ce mot devient une encre. Il réduit le bruit, il élimine le doute, il organise votre énergie. Si votre vie vous semble vide, peut-être que votre mot est intensité. Intensité dans la présence, dans les conversations, dans les projets, dans les expériences. Plus de vérité, plus de profondeur, plus d'implication réelle dans ce qui compte. Si vous vivez dispersé, peut-être que c'est discipline. Non pas comme rigidité, mais comme engagement silencieux envers ce qui construit votre avenir. Si vous réagissez par impulsion, peut-être que c'est tempérance. Équilibre face aux extrêmes, conscience avant l'action, pause avant la réponse. Moi, j'ai choisi tempérance, non pas pour paraître vertueux, mais pour me rappeler chaque jour que vivre dans les extrêmes m'éloignait de moi-même. Chaque décision a commencé à être filtrée par ce mot. Chaque impulsion a commencé à être questionnée. Et, peu à peu, le chaos intérieur a commencé à s'organiser. Un mot ne change pas votre vie comme par magie, mais il change votre focus, et un focus répété change le comportement. Un comportement répété change l'identité, et l'identité change le destin. Alors réfléchissez sérieusement. Qui voulez-vous devenir? Quel défi savez-vous que vous devez affronter? Où avez-vous échoué à répétition? Peut-être que votre mot est courage, si vous devez arrêter de fuir. Peut-être que c'est constance, si vous commencez tout et terminez peu de choses. Peut-être que c'est patience, si vous voulez apprendre à faire confiance au temps de la vie. Peut-être que c'est présence, si vous êtes toujours partout, sauf dans l'instant présent. Choisissez quelque chose qui vous touche, quelque chose qui dérange au début, quelque chose qui vous confronte quand vous aurez envie d'abandonner. Ensuite, rendez ce mot impossible à ignorer. Écrivez-le, mettez-le en fond d'écran, utilisez-le comme mot de passe, laissez-le visible. Parce que ce que vous voyez tous les jours façonne ce que vous devenez. Votre mot doit être le filtre de vos décisions. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que cela est aligné avec la personne que j'ai choisi d'être? Si la réponse est non, ajustez. Si c'est oui, avancez. Ne vivez pas en réagissant, vivez en dirigeant. Choisissez votre mot, choisissez votre nord et permettez que cette décision réorganise votre posture, votre énergie et votre identité. Parce que lorsque vous savez où vous allez, même le vent contraire devient un entraînement. Action 8. Le travail le plus important, c'est vous. Personne ne vient vous construire. Il n'existe aucun mentor invisible en train de modeler votre caractère. Il n'existe aucun destin en train d'organiser vos choix. Il n'existe aucun hasard en train de polir votre discipline. Si quelque chose doit être sculpté dans votre vie, ce sera par vos décisions. Épictète a laissé une affirmation directe et presque inconfortable. La matière première pour former une personne bonne et excellente est sa raison directrice. Le corps appartient aux médecins, la terre appartient aux agriculteurs, mais votre esprit vous appartient. Cela signifie que le matériau le plus précieux de votre vie n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Votre esprit est l'atelier, votre raison est l'outil, et votre caractère est l'œuvre en construction. La question est, traitez-vous cela avec le sérieux que cela mérite? Parce que chaque pensée répétée renforce une identité, chaque décision repoussée façonne un schéma, chaque distraction acceptée redessine votre avenir. Vous ne vivez pas seulement des jours ordinaires, vous êtes en train de sculpter la personne que vous allez devenir. Vous êtes le projet le plus important de votre vie. Ce n'est pas votre poste, ce n'est pas votre image, ce n'est pas votre réputation. C'est votre structure intérieure. Si votre esprit est confus, votre vie sera confuse. Si votre esprit est faible, vos décisions seront fragiles. Si votre esprit est orienté, votre trajectoire gagne en force. Avoir de la clarté
ne consiste pas seulement à comprendre ce que vous voulez. C'est assumer que vous êtes responsable de devenir capable de soutenir ce que vous voulez. Beaucoup de personnes désirent le succès, la discipline, le respect, la stabilité. Mais peu comprennent que cela exige un projet intérieur cohérent et qu'un projet exige une intention. Apprendre à dire non est l'un des outils les plus puissants de construction personnelle. Chaque non bien placé protège votre concentration, chaque limite bien définie préserve votre énergie, chaque priorité respectée renforce vos choix. Sans cela, vous vivez en réaction. Avec cela, vous commencez à construire. Mais vouloir changer ne construit rien. Une intention sans action n'est qu'une fantaisie confortable. Ce qui transforme, c'est l'action dirigée, petite, répétée, consciente. Une action qui naît d'un principe clair et non d'une impulsion émotionnelle. Pensez comme un architecte de votre propre esprit. Un architecte ne construit pas au hasard. Il définit la structure, calcule la base, élimine les excès. Si la fondation est faible, le bâtiment s'effondre. Si votre base mentale est instable, votre vie le sera aussi. Vous êtes le projet et chaque jour vous posez une brique ou vous en retirez une. Ne déléguez pas cette responsabilité. Ne confiez pas votre formation à l'humeur du jour, aux opinions extérieures, aux circonstances. Assumez que votre esprit est votre plus grande ressource. Orientez vos pensées. Choisissez vos priorités. Protégez votre concentration. Le travail le plus important de votre vie est la personne que vous êtes en train de construire à l'intérieur. Parce qu'au final, ce ne sera ni la chance, ni les circonstances, ni l'opinion de qui que ce soit qui définiront jusqu'où vous pouvez aller, ce sera la force de l'esprit que vous avez décidé de former. Et lorsque cette structure intérieure devient solide, lorsque vos choix commencent à avoir une direction et que votre discipline cesse de dépendre de l'humeur du jour, quelque chose change vraiment. Vous cessez d'attendre que la vie arrive et vous commencez enfin à conduire votre propre chemin. Si cette vidéo a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires. Courage stoïcien, ainsi je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Partagez-la avec quelqu'un que vous admirez, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nourrir votre esprit et merci d'avoir regardé.